Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on va faire ce soir un petit tour d'horizon, petit parce que l'horizon est vaste, des tours d'horizon des usages de la 3D. Et vous avez une machine devant vous qui est une imprimante 3D qui, pendant que nous allons discuter, nous a été apportée par le professeur Alain Bernard, va réaliser un objet. On va vous expliquer ça un peu plus avant, tout à l'heure. Elle met 1h30 quand elle est déclenchée. Un peu petit peu. Alors, vous savez qu'elle ouvre la voie à l'immersion dans la réalité virtuelle. Donc, on va se poser la question de savoir à quoi, ce que permet, ce que promet la 3D dans le domaine économique. C'est aussi l'un de nos motifs. Contrairement à l'habitude, on ne va pas dresser un état des lieux avec un interlocuteur unique qui est immergé dans le système. On va le faire avec les 3 chercheurs qui sont avec nous. Le professeur Alain Bernard, qui est à droite du dispositif scénique de l'École centrale de Nantes. On va parler avec lui de la 3D, notamment à l'usage de la modélisation des produits, procédés et processus, de la rétroconception, ainsi que du prototypage rapide. Le prototypage rapide a donné lieu à l'existence d'une association française dont vous êtes, professeur, le vice-président. Le professeur Patrick Lecallet, qui est à gauche complètement du dispositif de Polytech Nantes. Avec lui, on va parler de la 3D des images, alors de celle du patrimoine culturel à celle des corps malades, en passant par le cinéma. Et vous allez voir, c'est fascinant. Il dirige sur ces terrains les travaux de l'équipe images et vidéocommunication de l'unité CNRS, Institut de recherche en communication et cybernétique, l'IRSIN. Avec le maître de conférence Fabien Picarougne, qui est le deuxième à droite du dispositif. Lui, il est enseignant à Polytech Nantes, et on va entrer dans les arcanes mathématiques et informatiques, des machines à apprendre, des systèmes de reconnaissance, de l'intelligence artificielle, sujet qui sollicite la sienne, qui, elle, est parfaitement naturelle, on vous rassure tout de suite. Et puis après, on va rentrer dans le domaine des applications économiques avec 2 jeunes chefs d'entreprise nantaises. À gauche, porteur d'une barbe, Michael Keromnes de Cedreo Interactive, l'entreprise qui est chef de file reconnue dans l'emploi de la 3D pour la promotion des produits. Et puis, à sa gauche, donc à la droite de celui que je viens de citer, Vincent Guérin de MG Design, qui opère avec brio sur le terrain des maquettes virtuelles interactives en architecture, urbanisme, aménagement du territoire, industrie et muséographie. Vous voyez que le champ est large. Et avant de débattre, on va revenir vers nos 3 experts scientifiques pour de débattre avec vous. On va revenir vers les 3 experts scientifiques pour élever la lanterne un peu plus haut, pour augmenter notre profondeur de champ. Je ne pouvais pas la louper, celle-là. Alors, professeur Patrick Lecallet, vous me prenez un micro, s'il vous plaît. Vous devez normalement en avoir un devant vous, à moins qu'on vous l'ait déjà... non. Balancé dans la 4e dimension. La 3D virtuelle, c'est d'abord... Oui, il fonctionne, ne vous inquiétez pas. C'est restituer à l'œil humain, en regardant un écran, la profondeur de champ qu'il perçoit naturellement dans son environnement. On a besoin que notre système optique et neuronal nous restitue ça, cette dimension-là, parce qu'au fond, on en a besoin pour interagir avec notre environnement. Ouais, bah oui. C'est une réalité écologique, d'abord. Hein. C'est le résultat de l'évolution de la vision humaine. D'abord, là, si on parle du 3D, aujourd'hui, on va s'intéresser davantage à la partie visuelle. On aurait pu parler d'audio aussi. On n'a pas trop une audio 3D, mais c'est pas le propos. Sandrine, je veux bien qu'on passe sur un petit visuel. Avant qu'on parle justement de ce résultat de l'évolution humaine, il convient peut-être de replacer la 3D, de démystifier le terme 3D, et ce dont on va parler ce soir, enfin, j'imagine, compte tenu de la présence des collègues autour. La 3D, c'est une façon de représenter l'information avec des machines. Ça peut être aussi une façon de la restituer. Moi, je m'intéresse plutôt à la deuxième partie, qui est la restitution. Donc, ce qui est un petit peu le buzzword aujourd'hui, la TV 3D, le cinéma 3D, la stéréoscopie, l'autostéréoscopie. Et donc, s'agissant de votre question, effectivement, là, la question, c'est est-ce qu'avec la technologie aujourd'hui, on est capable de rendre la 3D telle qu'elle est perçue naturellement. Et quand vous dites stéréo, on a une vision stéréoscopique en profondeur, mais on peut aussi avoir une impression 3D qui reste en 2D malgré tout. Absolument. Les peintres nous ont fait ça déjà au début. Absolument, absolument. C'est un petit peu ce qui est représenté là. Ce qui est représenté là. Alors,
En fait, ce que je voulais interpeller là-dessus, c'est que la TV 3D telle qu'on l'entend aujourd'hui, il n'y a pas de... faut pas jouer avec les lunettes. Il n'y a pas encore d'anaglyphe. Mais la TV 3D telle qu'elle est vue aujourd'hui est quelque chose qui triche avec notre perception. C'est-à-dire qu'en réalité, on améliore un indice de profondeur, parmi beaucoup, parce que la profondeur, on peut l'apercevoir par les perspectives, par les gradients de texture, par les ombres, par les tailles relatives, par tout un tas d'indices qui sont d'abord des indices monoculaires, à savoir qu'un cyclope peut percevoir la profondeur. Ce qu'on fait aujourd'hui avec la télé 3D, c'est qu'en fait, on force un indice de profondeur qui est la stéréoscopie, en forçant tout ce qui est donc disparité binoculaire, etc. Ce faisant, la question qui peut se poser, c'est quand on force un indice de profondeur, est-ce que cela reste cohérent avec les autres indices de profondeur monoculaire? Le danger, ça peut être qu'on va enclencher de la charge cognitive, de la réinterprétation des indices, parce qu'on a voulu forcer sur un indice. Donc ça peut devenir inconfortable si c'est mal réglé. Absolument. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui, les enjeux qu'il y a derrière le cinéma 3D. Comment éviter que les gens qui sortent d'une séance de 80 minutes sortent de là en disant « j'ai mal à la tête ». Voilà. Et donc vous travaillez essentiellement là-dessus, c'est-à-dire l'expérience confortable, large et confortable. Ouais. On va y revenir un peu plus tard. Je vais vous proposer quelques visuels, vous allez comprendre assez vite. Donc, alors finalement, on va y venir là maintenant. Vous travaillez sur l'application patrimoine artistique, disais-je, des images comme malgré tout de notre patrimoine artistique. Vous avez peut-être un peu déformé le travail. Oui, non, là effectivement, là, donc sur ce visuel, on voit un petit peu. Mais aussi les images du corps malade, puisqu'on est en 3D, et puis la télévision haute définition 3D. Et puis les images de grande dynamique aussi. Et puis sur la traçabilité des images sur Internet, mais ça c'est peut-être un peu anecdotique. Alors quel est le fil rouge de votre histoire? Donc effectivement là sur le visuel, on a un petit peu tous les thèmes qu'on peut aborder dans l'équipe. Donc on voit qu'on travaille sur la perception des images, sur la communication des images vidéo, sur la représentation des images vidéo. Il y a quelques habitués des Atlanticiels qui sont déjà venus intervenir ici. Je pense à Jean-Pierre Guédon notamment sur l'aspect Mogette et réseau, imagerie médicale. Donc on travaille sur tous ces domaines. Mogette, c'est une dérivée mathématique. C'est pas du tout le haricot en 3D. C'est pas le haricot, mais il y a une douce corrélation entre les deux. Mais je vais pas l'exposer aujourd'hui. Non. Le dénominateur commun, finalement, en travaillant sur les images et vidéos, nous, on se pose toujours le problème, c'est de savoir qu'il y a en bout de chaîne un humain. Pas une machine qui va analyser les images, mais plutôt un humain, qui peut être un expert ou une personne du grand public, qui au cinéma 3D, par exemple. Et donc, quand on se pose cette question-là, les choses qui arrivent très vite, qui surgissent, c'est quel est l'impact de la technologie sur l'expérience utilisateur? Que ce soit un expert, est-ce qu'il arrive mieux à faire sa tâche? Est-ce qu'il apprécie l'expérience visuelle qui lui est proposée? On a parlé 3D, vous avez parlé haute définition, ultra haute définition, image haute dynamique. L'idée derrière tout ça, c'est quand même de se rapprocher du naturel. Donc d'avoir une expérience visuelle qui s'approche des choses qu'on peut avoir quand on interagit avec l'environnement naturel. Donc un autre mot-clé, c'est l'immersion. Donc, comment on donne une expérience plus immersive au spectateur ou à l'expert qui lui permet de, à un moment, oublier qu'il est en face d'une machine, mais qui peut être face à une situation réelle. Ça se résume, ça va aussi par de la réalité augmentée. Ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être aussi... et là encore, si on augmente la réalité, quel est le degré de saturation possible pour un humain? Toujours le confort. Voilà, le confort. Ou en tout cas, on vous procure une expérience, quelle est la qualité de cette expérience? Et ça, c'est notre problème. Et c'est un peu le dénominateur commun quand on regarde tous ces thèmes, c'est qu'est-ce que c'est que la qualité d'expérience? C'est comment on la mesure, comment on la qualifie. Donc ça, c'est un peu le visuel d'après Sandrine. Donc la qualité d'expérience, c'est un concept nouveau qui est arrivé, on va dire, qui a surgi début des années 2000, où l'idée, quand il y avait la qualité de service avant. On s'est rendu compte que c'était pas... Alors ça, c'était une notion manipulée, notamment dans le domaine des réseaux. On s'est rendu compte que c'était pas une notion suffisante pour exprimer, ou mesurer, ou capter tout ce qui concerne en fait le fait qu'on est justement un utilisateur, un humain en bout de chaîne.
D'où l'idée de mieux définir la qualité d'expérience, définir ce concept. Je vous laisse lire la définition actuelle, définie par une cinquantaine d'experts au niveau européen sur le domaine. Et derrière tout ça, évidemment, se pose la question comment on le mesure avec des humains, voilà. Comment on après, on peut éventuellement le prédire, hein, via de l'algorithmie. Et le régler. Et donc faire en sorte que la technologie soit, d'une certaine manière, transparente dans l'expérience visuelle en particulier. On parle d'expérience parce que ça a quelque chose de nouveau, de surajouté. Pas forcément. Ou est-ce que c'est la façon dont on vit n'importe quoi. choses. Une expérience, c'est un événement qu'on peut vivre. Je vais dans un musée, je vais vivre une expérience. Je vais au cinéma, c'est une expérience. Mais ça peut être aussi, j'opère, le médecin qui fait une opération. Alors là, la mesure, elle est faite sur les individus. C'est-à-dire qu'on fait des mesures de l'émotion que ça provoque chez eux, des connexions neurales qui s'effectuent, etc. Absolument. Donc c'est de la médecine. Là. On rentre dans est à la une frontière mesure des neurosciences. On est à la frontière neurosciences. des neurosciences. On est à la frontière du ressenti. Avec une difficulté. Donc on voit bien que c'est pluridisciplinaire. Avec une difficulté, c'est effectivement comment on intègre l'humain dans la boucle, mais aussi dans la technologie. Et là où c'est plus difficile, on peut aller voir des gens des sciences cognitives, évidemment, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Mais après, c'est comment agir dans la technologie. Il faut aboutir, pour agir dans la technologie, à une analyse fine, pan par pan, élément par élément, couche fine, peut-être par couche fine. Il faut comprendre comment ça marche la compression vidéo, par exemple, comment marche un système. Donc il faut comprendre techniquement comment sont faites les choses. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, et là où il y a plusieurs communautés qui doivent discuter ensemble. Tiens, ça tombe bien, on parlait de confort. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, c'est toujours un peu tarte à la crème, ces effets. L'effet démo. On dirait une chaussez vos lunettes et on verra ce que ça donne. Donc là, ça doit être des images anaglyphes. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est pas mal. Ça marche. Vous avez une sensation 3D. Surtout de face, je suppose. Alors, là, on vous a mis des lunettes anaglyphes. Donc c'est retour vers le futur, on va dire. Mais enfin, ça marche encore, ça. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la 3D, ça n'a pas marché très bien au départ au niveau cinématographique. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans le débat. Mais une des raisons pour lesquelles ça ne marchait pas, c'est parce qu'on ne maîtrisait pas du tout les règles de captation, et notamment tout un tas de choses qu'on n'avait pas compris sur le ressenti utilisateur. Alors là, normalement, ce stimuli-là, il doit être assez désagréable, notamment au niveau de la partie centrale, là. Oui, c'est clair. Vous pouvez enlever les lunettes parce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est. Ça va, vous allez vomir bientôt. Oui. La partie rose, là, où il y a typiquement un effet colorimétrique assez pénible, où on vous stresse au niveau de la rivalité binoculaire. Et ça génère une situation confortable. J'ai un autre exemple de situation inconfortable, si Sandrine veut bien avancer. Inconfortable? Oui, c'est inconfortable, ça, parce que bout d'un moment, ça peut rendre malade. Alors ça, c'est un autre effet. Alors, il faut peut-être qu'Alain se déplace un peu. C'est la rupture de la fenêtre stéréoscopique. C'est-à-dire que l'effet, là, il faut le voir sur les éléments qui sont sur le bord. Vous avez des éléments qui, si vous les regardez, sont censés être devant l'écran. Et très vite, vous arrivez sur le bord de l'écran et ça vous suggère que ces éléments seraient plutôt à un autre niveau de profondeur. Et ça, c'est assez gênant. Et donc, c'est un effet, alors je l'illustre ici, qui est très difficile à maîtriser, notamment sur les captations live, parce qu'on a du mal donc il faut régler le rig 3D. On a du mal sur des conditions live à gérer comment régler l'optique de la caméra, oui. Parce que si la technologie n'est pas à la hauteur des perceptions humaines. Ou il faut que le stérographe ou la personne qui est en train de faire la captation, on a des caméramans dans la salle, sache exactement comment, à ce moment-là, opérer, échanger et ramener éventuellement ces objets qui engendrent ces situations sur les bords d'image, les ramener de manière à ce qu'ils soient, en termes de profondeur, derrière l'écran et non plus devant. Quand on les regarde comme ça, sans lunettes bleu-rouge, il n'y a aucun malaise. Il n'y a aucun malaise, mais il n'y a pas trop de profondeur non plus. Donc voilà, l'intérêt, c'est quand même à un moment d'avoir l'expérience 3D. Okay. Mais comment l'amener ? Un autre visuel peut-être, où là, on force... Alors si vous mettez les lunettes, je ne sais pas ce que ça donne à cette distance. Ça dépend vraiment de la distance à laquelle vous êtes et sur la taille d'écran. Là, on force fortement la sensation de profondeur. Et on a la limite de la fusion binoculaire. On rentre dans des zones qui sont
assez peu confortable, mais ce qu'on peut très bien faire, c'est réduire ça. Sandrine, si tu veux bien avancer. Et donc là, on ramène une sensation de profondeur, mais qui est plus confortable parce qu'on a limité la disparité. Bon, alors, c'est jouer sur tout ça. C'est impeccable. Vous nous faites percevoir physiquement ce que vous recherchez à... Ouais, j'espère que je ne vous fais pas sentir trop physiquement non plus, parce que certains sont malades. Il y a un malaise. Il y a un malaise physique, d'abord oculaire, après, on ne sait pas, ça peut redescendre. Alors, vous avez beaucoup de projets internationaux et nationaux dans votre labo, et vous travaillez, beaucoup sont subventionnés, vous brassez 3 millions de dollars l'an, grosso modo, voire plus. Non, ça dépend. De balance, ça dépend. Oui. Vous travaillez avec Orange Labs, avec Thomson Corporate Research. Ça veut dire qu'il y a des intérêts commerciaux, industriels, lourds derrière. Comment vous les sentez, vous? Je sais que ce n'est pas votre problème, parce que vous êtes un chercheur. Mais en même temps, vous sentez bien cette appétence des entreprises, cet appétit et ce qu'il y a derrière. Comment vous pouvez nous expliquer ça? C'est un peu mon problème quand même, parce qu'une équipe de recherche, il faut la faire vivre à un moment donné. Oui, c'est pas avec les crédits ministériels récurrents qu'on y arrive. Je ne sais pas si on confirmera, mais voilà. Mais au-delà de ça, au-delà de ce problème-là, c'est pas grave du tout, puisque en final, ça permet d'aller. Cette relation avec le monde socio-économique est passionnante, parce que la recherche s'en nourrit, et le monde socio-économique peut aussi s'emparer des choses qu'on fait dans les labos et les valoriser. Ça veut dire qu'il y a une économie de l'immersion. Il y a une économie de l'immersion, elle est évidente. Moi, je suis, en tout cas, pour ce qui est du cinéma 3D, c'est évident. Alors, rappelez aussi qu'un labo de recherche, nous, on ne produit pas des produits. On produit de la connaissance. Les grands groupes qui viennent nous chercher, c'est parce qu'ils ont besoin de cette connaissance pour faire des meilleurs produits. Donc pour faire leur développement derrière. Absolument. Et ça marche plutôt bien aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est basé maintenant, notamment les Orange, les Technicolor et autres. Le user, l'utilisateur, est au centre de tous les débats, de toutes les intentions. Donc maintenant, si on veut développer la technologie, on ne peut pas passer au travers de ça, d'ignorer cette chose. Donc, s'agissant de l'immersion de la 3D, oui, Hollywood s'est penché massivement là-dessus. Au départ, c'est pour des raisons de piratage, tout simplement. Au-delà de vendre... Alors après, c'était des raisons économiques. Ça a permis de vendre, je sais pas, la séance de cinéma 2 € plus cher, parce qu'on vous donnait une paire de lunettes. Les raisons de piratage, parce qu'a priori, ils se disaient avec tous les screeners, tout ce qui sortait dans les chaînes de production, dans le circuit de diffusion du cinéma, il y avait des fuites qui permettaient à des pirates éventuellement de récupérer les contenus et de les diffuser. Là, si on met de la 3D, c'est plus dur. C'est plus le cas, malheureusement. Donc ça, il n'empêche que l'intérêt demeure. La quête, c'est toujours plus d'immersion. Plus d'immersion. Et là, c'est ce qu'on voit avec nos tablettes, c'est ce qu'on voit avec la télé. Avec les images médicales, là, du coup, il n'y a plus de soucis, etc. Il y a aussi de l'économie derrière. Il y a une économie, mais il y a plus que ça. Il y a des enjeux de société. Des enjeux de société, etc. C'est lourd. Très lourd. Oui, important. Je reviendrai peut-être dans la deuxième partie du débat, parce que j'ai des exemples à montrer. On va en parler. Effectivement, le médical, j'ai parlé du consumer, mais le médical est quelque chose un domaine où les experts, quand on leur ramène à 3D, apportent vraiment quelque chose. Mais ce n'est pas le seul domaine où les experts apprécient l'apport de la 3D. Je suis sûr que les collègues ont beaucoup de choses à dire dans ce cas-là. Fabien Picarou, la 3D dont nous parlons, c'est un effet virtuel. C'est donc un produit à la fois mathématique et informatique, et c'est une imitation, une simulation. Et comment est-ce qu'on y parvient? Alors, je ne veux pas vous demander d'être très très long là-dessus, mais un exemple qui n'est pas de la 3D, vous allez me dire. Ces images en relief que l'on voit, de prise de satellite sur Bing Carte, par exemple, qui nous permet d'avoir une vision différente selon les 4 azimuts. C'est des images croisées qui sont mêlées mathématiquement, c'est autre chose. En tous les cas, c'est malgré tout une vision 2D, ça, on n'est pas dans la stéréo. Oui, donc comme disait tout à l'heure Patrick, en fait, il y a la stéroscopie, c'est un moyen pour percevoir la profondeur. Il y en a plein d'autres. Et donc, ce qui est utilisé justement sur les exemples dont vous parlez, c'est du multivue. Donc, on prend un même objet, une même situation, suivant plusieurs points de vue. Et on va essayer finalement de calculer avec de la géométrie, ça s'appelle la géométrie épipolaire, c'est relativement... On redresse les lignes, comme certains appareils photo sont obligés de redresser. On va rechercher le même point dans les deux images prises avec 2 points de vue différents.
Et finalement, avec des intersections de droite, on arrive à positionner le point en 3 dimensions à partir de 2 plans en 2 dimensions. Alors 2 ou plusieurs pour améliorer les précisions du fait de la résolution des pixels, des choses comme ça. Mais donc voilà, ça c'est plus ou moins ce que fait notre cerveau en permanence. Voilà, donc c'est des maths, c'est de l'algorithme. Ce que fait notre cerveau, il calcule. Exactement. L'algorithme, c'est les modalités de calcul, c'est ça? Exactement. En permanence, vos 2 yeux filment quelque part 2 images avec des points de vue différents. Donc, si vous voulez, mon doigt, je le perçois pas au même endroit sur mon œil gauche, sur mon œil droite. Et le cerveau, en permanence, détecte déjà les correspondances. Rassemble les images, fait les points sur les points. Exactement, voilà. Et va, à partir de la différence entre les images, reconstituer la stéroscopie. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous voyez les images alors pas ça, non, ça c'est notre projet. C'est pas encore de la 3D, ça. On va y arriver. Voilà, sur les images anaglyphes, en fait, le dispositif, ces lunettes-là sont juste là pour faire percevoir 2 images à 2 positions différentes. Vous voyez. Si on les fait rassembler, quoi, par l'œil. Oui, en fait, l'œil gauche perçoit celui qui a le filtre rouge, perçoit l'objet à droite du filtre bleu, pardon, et puis votre cerveau fait ses correspondances. Alors, il y a quelque chose qui est très clair dans les domaines que vous travaillez, c'est que quand on voit en 3D, on augmente sa connaissance. Et vous allez nous expliquer ça au travers de 2 exemples. D'abord des termites avec des biologistes, vous avez travaillé avec des biologistes. Ensuite, des réseaux sociaux du Moyen-Âge. Là, c'est amusant. Voici les termites. Alors, donc on reprend les lunettes. Là, en fait, dans nos travaux de recherche, on travaille dans ce qu'on appelle le visual data mining, où le but, c'est d'utiliser justement tout ce que sait faire notre cerveau, puisque notre cerveau, il y a une grande partie, on dit entre 40 et 60% de notre cerveau qui est dédié à l'analyse des images que l'on perçoit. Et donc, finalement, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser cette partie du cerveau-là pour acquérir et analyser de l'information. Donc c'est exactement ce que vous racontiez. Et donc dans certains cas, donc par exemple ici sur un projet que l'on a fait avec des biologistes dont leur but était d'analyser ce qu'on appelle la stigmergie, c'est-à-dire le comportement d'insectes sociaux, en l'occurrence ici les termites, où en fait chaque termite effectue est relativement bête, en fait, pour dire ça simplement, fait que une tâche particulière, des tâches très très particulières, très localisées, etc. Mais le fait que beaucoup de termites ont ce même comportement fait que la société a un comportement qui est plus intelligent entre guillemets. Et donc leur but, c'était d'essayer de comprendre, en l'occurrence, comment les termites arrivaient à construire des nids de termites qui ont des propriétés physiques qui sont relativement intéressantes, qui intéressent d'ailleurs beaucoup les architectes. On avait organisé il y a maintenant 3 ans, en 2009, une conférence justement avec des architectes et des biologistes et des informaticiens pour voir en fait comment, quelles sont les idées que la nature a eues au travers de l'évolution, etc., pour construire des choses ici. Par exemple, ces nids de termites sont climatisés en température, humidité, et donc ça intéresse les architectes. Sans énergie. Voilà. Donc le problème pour comprendre comment se construisent ces nids et finalement comprendre quelle est la stratégie qui est utilisée implicitement par les termites sans qu'elles en soient vraiment conscientes, de pouvoir découvrir les mécanismes de construction. Donc un processus de fabrication. Exactement, un petit peu ce qui se déroule toujours sous nos yeux. Voilà, sauf que c'est réalisé donc par des milliers, des millions de... Alors, comment vous avez obtenu ces images? C'est une modélisation que vous avez fait là. Alors, c'est plus qu'une modélisation. Là, en l'occurrence, on est sur un système... On veut visualiser des données qui sont physiques, donc qui ont déjà 3 dimensions, puisqu'elles sont dans le monde réel. Et donc, plutôt que de couper en fait les nids de termites, on s'est dit on pourrait les scanner et les reconstituer virtuellement. Et à partir du moment où on a la donnée qui est informatique, on va pouvoir faire des sections virtuelles, avoir des détails que l'on ne pourrait pas percevoir forcément. Alors, vous l'avez scanné, mais vous n'avez pas le mouvement encore. Alors, le mouvement, ça arrive. En fait, le mouvement, c'est de faire des scans à des intervalles réguliers pour voir l'évolution de la construction.
Alors là, il y a des problèmes techniques derrière, mais l'idée, c'est comme ce sont des données qui sont physiques, donc qui sont représentées en 3 dimensions, d'utiliser le maximum de mécanismes de perception, tels que vous avez évoqué tout à l'heure, Patrick, pour que les gens arrivent justement à percevoir cette donnée. Et là, typiquement, on était face à des données en 3 dimensions. Donc, lorsque vous visualisez avec ou sans lunettes, vous percevez mieux les distances avec des lunettes, surtout. Donc, on est mieux à même d'interpréter l'information dont on dispose. Exactement. Alors, on va passer aux réseaux sociaux. Vous avez travaillé plus de 10 000 minutes de notaire. Du Moyen-Âge, avant la guerre de 100 ans, pendant la guerre de 100 ans, après. Alors ça, c'est un autre projet. On n'est plus dans du matériel, là. Vous avez pourtant modélisé les réseaux sociaux qui apparaissaient au travers de ces documents. Exactement. Là, on est dans un domaine qui est un petit peu différent. Tout à l'heure, on essayait de visualiser les choses physiques qui existent, donc d'utiliser tous les mécanismes que l'humain peut percevoir. Et ici, on va utiliser d'autres techniques, finalement. C'est essayer de représenter visuellement l'information. C'est toujours ça qui nous intéresse. Et le représenter avec... si on essaie d'afficher de l'information, autant utiliser tous les mécanismes que le cerveau permet de proposer. Là, on le voit avec les lunettes. On a essayé tout à l'heure. On perçoit bien une profondeur. Alors, mais quelles sont les informations qu'il y a là-dessus? Exactement. Alors, sur ce projet-là, des historiens avaient découvert un certain nombre d'actes notariés qui dataient du Moyen-Âge, en fait, de 1200 et quelques à 1700 et quelques. Et c'était pour eux quelque chose de relativement intéressant, puisque c'était la première fois qu'on arrivait à obtenir des données sur la paysannerie. Et donc le but du jeu, pour eux, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces données-là, mais elles étaient beaucoup trop volumineuses. Donc c'est là où on est intervenu pour proposer des visualisations qui permettent d'intégrer directement l'information. Quels sont les items qui rentrent là-dedans? Et ici, du coup, on va représenter les réseaux de relations entre personnes, un petit peu comme ce que vous avez sur Facebook, sauf que là, ce sont des données qui sont issues du Moyen-Âge. Ça veut dire qu'il y a de la géographie qui est représentée? Alors, il y a de la nature de relations? Ici, il n'y a pas de la géographie, mais chaque boule est une personne et un trait entre 2 boules, c'est une relation entre les personnes à un temps donné. D'accord. On a produit des visualisations qui permettaient de voir l'évolution temporelle dans le temps. Donc, on a du temps représenté. Exactement. Là, ce que vous avez, la barre du bas représente finalement les années, et donc à différentes positions, on voit le graphe évoluer. Et le problème, c'est que le graphe, c'est une grande quantité d'informations, et c'est là où intervient en fait la 3D, puisque notre cerveau, toujours pareil, arrive à interpréter des informations en 3D. Si on affiche l'information avec un certain nombre de bons indices de profondeur, et notamment la stéroscopie, qui en est un qui est très fort pour les humains, on va mieux cerner, en fait, arriver à mieux découper les amas, les regroupements. Et si, en l'occurrence, c'est ce qui intéressait les historiens, c'était de voir comment, finalement, les réseaux de relations se construisaient, se constituaient, voir comment ils évoluaient. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, une des conclusions qu'ont pu tirer les historiens de là, c'est de voir que avant et après la guerre de 100 ans, avant la guerre de 100 ans, on a pu caractériser un certain nombre de relations typiques, d'organisation, si vous voulez. Et on a les mêmes avant et après. Et effectivement, et la guerre de 100 ans qui a duré extrêmement longtemps, en fait, a perturbé tout ça. Ouais, rebattu les cartes. Donc, en fait, on apprend qu'une guerre perturbe les relations. Surtout quand elle dure longtemps et que ce ne sont pas les mêmes générations qui se succèdent. Et ce que les historiens ont pu constater, c'est qu'en fait, les réseaux de relations qui étaient créés, la manière dont ils se créaient, étaient strictement identiques à ce qui se passait 100 ans plus tôt. Ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas une histoire de personne. C'est une histoire il y a quelque chose d'universel et d'aussi inconscient collectivement que les termites tout à l'heure. Exactement. Et d'ailleurs, la termitière humaine, on en parle. Est-ce que vous avez modélisé les réseaux sociaux tels qu'on les entend à l'heure actuelle, tels qu'ils fonctionnent sur le web, et qu'est-ce que ça donne si ça a été fait? Est-ce que c'est similaire? En fait, les outils qu'on a fait là, justement, c'est pour essayer d'analyser la dynamique dans un réseau social. On pourra faire peut-être des démonstrations tout à l'heure dans la pause pour voir les choses vraiment évoluer, mais l'idée, c'est d'arriver à comprendre la dynamique, c'est-à-dire voir quand on a un groupe de relations qui se construit, d'où ça vient en fait. Donc on a des outils mathématiques pour faire ça. Mais là, le support visuel est quelque chose qui est de suite compris par n'importe qui. Ça accélère la compréhension? Ça accélère la compréhension parce pour un plus grand nombre de gens. Ils auraient pu dépouiller les... De toute façon, il a fallu les dépouiller, ces minutes. Il a fallu les informatiser, on va dire. Mais il y a beaucoup trop de données pour pouvoir les analyser comme ça. Pas les copier, tirer des items à l'intérieur. En fait, ce qui a été saisi en quelque sorte à
acte notarié, vous avez une référence de telle personne a vendu telle parcelle à telle personne. Des dates et des échanges. Et des échanges, la nature de l'échange. Et le problème, c'est d'arriver à synthétiser toute cette information pour qu'elle soit intelligible. Et pour on peut faire ça avec des outils mathématiques particuliers, mais ça limite la population qui va pouvoir utiliser ces outils-là, justement, parce qu'il faut avoir cette connaissance. En l'occurrence, les biologistes avec lesquels on a travaillé n'ont pas forcément tous les outils statistiques, etc., pour pouvoir les utiliser. Donc l'idée de produire des visualisations, c'est justement de rendre cette information traitable, accessible au plus grand nombre. Les grandes enseignes de commerce font du data mining, vont chercher dans leur base de données, mais ne modélisent pas. Est-ce qu'une modélisation 3D de ce qui est contenu dans la mine des bases de données peut expliquer la façon dont s'organise la consommation pour cette grande enseigne? Alors, on est exactement dans le même type de traitement. En fait, à partir du moment où on a une modélisation sous forme de réseau, quelle qu'elle soit, ça peut être, là aussi, dans les soirées atlanticielles, vous avez eu déjà des informations sur le data mining, en fait, et le traitement de ces données volumineuses. Enfin, à un moment donné, il faut pouvoir, quelque part, les voir pour les comprendre. Et en fait, tous ces outils-là que l'on a développés dans le laboratoire, en fait, servent à ça. C'est rendre cette information accessible, digérable, en fait, le plus facilement possible en utilisant tout ce que notre cerveau est capable de faire. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas neurologue, mais est-ce que ça veut dire que notre intelligence, elle fonctionne en 3D, que notre mémoire fonctionne en 3D? Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a il y a des études qui ont été menées pour savoir si finalement notre mémoire fonctionnait plutôt en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Et c'est encore sujet à controverse, puisqu'en fait... C'est balbutiant pour l'instant. Voilà, c'est des choses qui sont en cours d'étude. Mais il semblerait qu'en fait, probablement du fait que l'on navigue tout le temps dans un monde en 3 dimensions, on a une certaine mémoire en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on est capable de mémoriser des positionnements sur 3 axes et non pas simplement 2. Alors plus exactement sur 2,5, puisqu'il semblerait qu'une dimension soit moins privilégiée que les 2 autres, probablement parce qu'on marche toujours sur un seul. Mais tout ça, c'est que des suppositions, enfin sur un plan, voilà. Ouais. Donc finalement, on n'est pas un oiseau, on navigue pas vraiment sur 6 degrés de Si on était un oiseau, on verrait peut-être ça en 3D complète. Ça, c'est... Je pourrais pas répondre à cette question, mais peut-être. Alors, finalement, toutes les technologies qui sont derrière ça, le travail de matière grise qui est derrière tout ça, ça coûte cher les appareils qu'il faut. Et donc, pour l'instant, c'est pas très accessible aux entreprises. Encore que, on va le voir avec le professeur Bernard tout à l'heure, il y a un projet régional de constitution d'une base matérielle accessible jusqu'à la PME. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça? Dans un an et demi, on aura ça? Oui, alors l'ouverture est prévue. On est dans l'immersion dans la réalité virtuelle. Donc, toutes les choses qu'on vous montre là, la 3D, vous l'avez compris, c'est une somme de beaucoup de perceptions et certaines sont plus faciles matériellement à diffuser que d'autres. La stéroscopie, ça va demander à avoir un certain matériel. Même si pour des visualisations sur écran standard, les choses se sont beaucoup améliorées. Si on va aller un petit peu plus loin sur la réalité virtuelle, donc dans des systèmes immersifs type cave, c'est-à-dire vous avez des écrans devant, sur les côtés, au sol, en dessus, enfin un petit peu partout. Ben là, de suite, les coûts sont beaucoup plus importants et donc c'est une raison pour laquelle on a, un certain nombre de personnes qui sont ici participent à un projet, le projet Mervi, dont le but est de proposer une plateforme qui va être mutualisée à différentes entreprises en fait. Donc, un des gros partenaires là-dedans, c'est Airbus, qui a de gros usages justement dans ces outils de visualisation de réalité virtuelle, parce que ça permet de construire des maquettes virtuelles plutôt que des maquettes réelles, ce qui coûte beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus réactif, etc. Et on peut simuler avec une perception qui est quasi réelle ce qui existerait. Donc c'est des choses qui existent vraiment dans l'industrie, mais qui jusqu'à présent coûtaient un petit peu plus cher. Alors de l'ordre d'idée, c'est environ, on parle de quelques centaines de milliers d'euros par système. Et donc l'idée de ce projet-là, c'est de mutualiser
une plateforme, c'est-à-dire les coûts de la construction du système sont déjà pris en charge, et en fait c'est de la location, si vous préférez, de ça. Au fond, c'est comme dans les cliniques quand elles s'équipaient d'un scanner collectif, et voilà. Exactement, exactement. Et donc le matériel là, va être situé à Saint-Nazaire. Et donc l'ouverture, la mise à disposition pour les entreprises est prévue d'ici un an et demi. Ça peut concerner quel type de PME? Parce que on voit bien que ça concerne Airbus, on voit bien que ça concerne les chantiers de l'Atlantique. Enfin, les gros, ils sont là derrière. En fait, à partir du moment où beaucoup d'entreprises maintenant travaillent sur des modèles 3D, combien travaillent sur CATIA, sur X ou Y éléments. Donc, pour pouvoir percevoir, avoir une visualisation qui est plus juste en fait géométriquement, et donc vous pouvez mieux anticiper finalement le produit final. N'importe qui a ces problématiques-là est a priori intéressé par ce type. Donc finalement, vous êtes en train de nous dire tout le monde peut, beaucoup à un moment ou à un autre, surtout si on arrive à modéliser graphiquement et en 3D des relations commerciales. Exactement, et je pense que le prestataire de service peut aussi être intéressé. Mes camarades d'à côté iront dans ce sens-là. C'est de permettre l'accès à tous ces systèmes immersifs un petit peu coûteux à un coût justement beaucoup plus réduit.